Bienvenue à tous sur Public Sénat, édition spéciale ce soir autour de la journée de mobilisation de ce jeudi 23 septembre. C'est un classique, la guerre des communiqués entre le gouvernement et les syndicats a eu lieu. À l'issue de cette journée contre la réforme des retraites, chacun pousse son avantage. Baisse sensible du nombre de grévistes selon l'Elysée. Pari gagné pour les syndicats. Nous prenons le temps ce soir d'analyser les conséquences de ce mouvement avec nos chroniqueurs Jean-Louis Gombault et Mathieu Croissando. Et puis à quelles concessions peut-on encore s'attendre? Débat à suivre avec notamment Daniel Karniewicz et Pierre Laurent, le numéro 1 du Parti communiste. C'est tout à l'heure. Les grèves, il en a été aussi question lors des journées parlementaires de l'UMP à Biarritz sur fond de tension entre Jean-François Copé, prétendant déclarer au poste de Xavier Bertrand, chef de file de la majorité et qui entend le rester. La France qui cherche à entrer en contact avec Al-Qaïda alors que les 5 otages français sont détenus depuis une semaine maintenant. Plus d'éléments dans le tour de l'info tout à l'heure. Merci d'être avec nous et bonsoir à tous. Une réussite pour les syndicats. Le mouvement s'essouffle pour le gouvernement. La CFDT a compté 2 900 000 manifestants dans toute la France. C'est 400 000 de plus qu'il y a 2 semaines, selon la même source. Et du côté du ministère de l'Intérieur, eh bien, on compte 997 000 manifestants. Quels que soient les chiffres, en tous les cas, à Marseille, Paris ou encore Rennes, eh bien, ils étaient dans la rue aujourd'hui pour dire non à la réforme des retraites. Pierre Bon-Joseph y était. À en croire les manifestants des cortèges parisiens, la mobilisation est loin de faiblir, même si aujourd'hui les chiffres officiels pointent un nombre moins important de grévistes, notamment à la SNCF. Des chiffres regardés de très près par les leaders syndicaux qui disent néanmoins qu'aujourd'hui le pari est gagné. Mais on est satisfait parce que je peux vous dire déjà aujourd'hui qu'on a plus de manifestants que la dernière fois. En tout cas, notre objectif est atteint, ce qui montre bien que le soutien populaire est très fort. Tous les leaders syndicaux et politiques rencontrés dans la manifestation pointent la durée exceptionnellement longue du mouvement. Preuve selon eux que la mobilisation dépasse le cadre habituel des militants. C'est une très très forte mobilisation. On a l'impression que les Français se rendent compte, quel que soit leur âge aujourd'hui, ils sont concernés par cette réforme. Il espérait passer à toute vitesse en tordant le bras des parlementaires à l'Assemblée, puis après il disait les gens vont se décourager. Ils vont se dire ah ça y est, c'est fini, c'est foutu. Et c'est pas ça qui se passe. En 2003 et en dépit d'une mobilisation plus importante, la réforme Fillon sur les retraites avait été votée en 6 petits mois. À gauche, aujourd'hui, on espère jouer la montre jusqu'au bout, et notamment avec les débats au Sénat. Et nous ont rejoint sur le plateau nos chroniqueurs, Jean-Louis Gombault, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et Mathieu Croissando, bonsoir. Alors bonsoir. On va écouter ensemble, tout de suite, c'est le ministre du Travail, Éric Woerth. Il était l'invité tout à l'heure du 20h de France 2. Vous allez le voir, il reste prudent mais déterminé. Il y a une décélération, évidemment une décélération incontestable de la mobilisation, décélération dans le domaine des grèves. Il y a moins de grèves dans la fonction publique, à la SNCF, le service minimum fonctionne bien, il a fonctionné à la SNCF, il a fonctionné aussi dans les écoles. D'ailleurs, c'est un acquis du gouvernement. Dans la rue, il y a eu un peu moins de monde dans la rue, donc décélération à la fois dans la rue et décélération en termes de grève. Mathieu Croissando, on l'a appris tout à l'heure, les syndicats vont donc discuter demain de la possibilité d'une grève reconductible. Ils sont déterminés, mais Nicolas Sarkozy aussi, il joue là sa crédibilité réformatrice. Oui, alors là, c'est comme toujours, l'espoir de manif. On sait qui a perdu, qui a gagné, c'est compliqué de dire ce soir. On peut en tout cas savoir qui a gagné la bataille de la com. Il y a un signe qui ne trompe pas, je ne sais pas si vous savez Sonia, qui le premier a commenté la mobilisation aujourd'hui, qui s'est permis de la commenter en premier. Ce sont ni les syndicats, ni le ministère de l'Intérieur, c'est l'Elysée. Voilà. C'est l'Elysée qui a tiré le premier, avec un communiqué qui annonçait une baisse de la mobilisation à 12h43, heure précise, c'était la dépêche AFP, soit 20 minutes avant que la manif parisienne ne démarre. C'était quand même manqué pas de sel. Alors à l'Elysée, ils sont pas fous, ils se sont basés sur un truc qui est la baisse du taux de grévistes. Parce que qui est sensiblement en baisse, alors plus ou moins selon les administrations, mais il y a plutôt un peu moins de grévistes, un petit peu moins que le 7 septembre dernier. Et puis comme souvent ou parfois à l'Elysée, on pousse le bouchon un peu loin, et donc ils y ont vu non seulement peut-être une forme de résignation, le fait que les Français considèrent que la réforme est derrière, et c'est du passé, c'est déjà fait, et puis ils ont poussé le bouchon un peu loin en y voyant même une forme d'adhésion, en imaginant que les Français tout d'un coup adhéraient à cette réforme, ce qui là franchement c'est se moquer du monde. Le matin même il y avait encore des études d'opinion qui montraient qu'en gros 2 tiers des Français sont opposés à cette
cette réforme, ils savent qu'il en faut une, mais en tout cas pas celle-là. De leur côté, les syndicats, eux, ils n'ont pas à rougir de la mobilisation, hein. Ils ont même cru y voir plus de monde que la fois dernière. Alors moins de grévistes, plus de manifestants, il faudra un jour que les uns et les autres s'expliquent sur la façon dont ils comptent, parce qu'on comprend pas toujours bien. Les syndicats ont atteint une limite, parce qu'on le voit bien, il y a deux lignes aujourd'hui qui traversent le front syndical et qui vont, à mon avis, éclater demain. Il y a une première, ceux qui préconisent du et en faisant, ils tendent la main aux jeunes, aux familles, c'est le dimanche. C'est une approche de plus sociétale, c'est-à-dire une grande mobilisation sociétale. Le modèle, c'est le CPE. Ceux plus radicaux qui veulent engager un rapport de force économique avec le pouvoir, qui sont sur un modèle, je ne sais pas si vous vous souvenez, et là, qui évoque des paralysies de transport, même des raffineries. Donc là, ils vont devoir les révéler. Je ne mettrai pas comment ça se décide demain. Résultat, on a un pouvoir qui table sur l'essoufflement, on l'a dit, des syndicats qui tablent sur un embrasement ou qui espèrent une forme d'embrasement. C'est un vieux classique et pour tout dire, ça ne fait pas tellement avancer le schmilblick. Et comment s'en sortir? Alors comment on s'en sort? Il y a deux solutions. Soit Nicolas Sarkozy choisit le passage en force. C'est une solution, hein, il peut le faire, il l'a déjà fait. À ce moment-là, s'il gagne, ça sera de toute façon une défaite du dialogue social, dont Nicolas Sarkozy sera personnellement responsable. D'une certaine façon, il se sera conduit exactement comme ce qu'il reprochait à Martine Aubry avec les 35 heures. C'est-à-dire, à aucun moment, le pouvoir aura cherché à négocier sérieusement avec les syndicats. Ils auront fait une fin de non-recevoir, cherché tous les échappatoires possibles. Et au final, ils auront méprisé les partenaires sociaux. Et puis, ça serait aussi une défaite politique, notamment pour les parlementaires, parce que, on l'a vu, c'était assez ahurissant à l'Assemblée. Le Parlement n'a pas vu ça depuis le corps législatif du Second Empire, en gros. Hein, les amendements ont été rédigés à l'Élysée, ils étaient là pour voter la main sur la couture du pantalon. Donc ça serait une défaite sociale et politique. Alors, est-ce que la solution, comme toujours, c'est que tout le monde fasse un petit effort et qu'il se mette à discuter. C'est un chemin étroit, mais il existe, et puis il se passe ici, au Sénat, puisqu'on sait que la discussion va s'engager. Alors il y a des choses sur la table, la CFDT a fait des propositions, en tout cas a mis des éléments sur la table. On les connaît, il y a le report dans le temps du passage de 65 à 67 ans, notamment pour les femmes, hein, qui sont les premières concernées. Il y a la pénibilité, la meilleure prise en compte, qui soit pas seulement l'incapacité ou le handicap, mais la prise en compte de la pénibilité. Et puis, la dernière chose, c'est des mesures plus justes pour les carrières longues, hein, qui sont les grands sacrifiés de cette réforme. Souvenez-vous qu'avec les mesures Woerth, si vous avez commencé à travailler à 18 ans, vous partez à 60 ans, et vous devrez partir à 62 ans, je veux dire, donc vous aurez cotisé 44 ans. Au lieu de 42 ans pour le reste des salariés. Justement, puisque vous parlez du Parlement, du Sénat, on va écouter le président du Sénat, Gérard Larcher, qui était aujourd'hui aux journées parlementaires de l'UMP. Il évoque les marges, les aménagements possibles lors de l'examen du texte au Palais du Luxembourg. Il arrivera le 5 octobre. On l'écoute. Le Sénat est en train de travailler pour rechercher, après les députés, la réforme la plus équitable qui soit. Et naturellement, il y a des sujets. Il y a des sujets, je pense aux sujets dont on parle beaucoup moins, des handicapés et de la retraite, du travailleur handicapé et de la retraite, de la santé au travail, sur des sujets sur lesquels nous avons travaillé depuis des années. Et il y a aussi, naturellement, le sujet des carrières discontinues. C'est vrai pour les femmes ou les conjoints. Voilà, et j'ajoute qu'Éric Woerth dit ce soir que sur la réforme des femmes, des retraites des femmes, bien, le gouvernement allait continuer à réfléchir. Jean-Louis, sur quoi il va réfléchir exactement? Alors vous savez que depuis le début des manifestations, on a un peu avancé. Au début, c'était les 62 ans. Puis après, comme on a vu que le gouvernement ne céderait pas à 62 ans, ça a été les 67 ans. Et comme on a vu qu'il ne céderait pas sur les 67 ans, maintenant c'est beaucoup les 67 ans pour les femmes. Donc le spectre se rétrécit au fur et à mesure. Effectivement, il y a un problème que tout le monde connaît. Aujourd'hui, pour avoir une retraite complète, c'est-à-dire sans décote, il faut attendre 65 ans si on n'a pas tous ces trimestres. Le fait est que 22% des femmes arrivent à la retraite sans avoir tous leurs trimestres et donc elles prennent leur retraite à 65 ans. Peut-on imaginer que les femmes, 22% des femmes, 10% des hommes, prennent leur retraite à 67 ans? C'est quelque chose d'absolument
inimaginable. À cela, le gouvernement répond, mais c'est un faux problème, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, en réalité, les femmes vont bientôt avoir exactement le même nombre de trimestres que les hommes. Donc, vous parlez d'un problème d'aujourd'hui qui ne se posera pas demain. Mais il y a un problème transitoire, c'est-à-dire que ça va commencer pour les gens qui sont nés en 1951, cette réforme, et donc de 1951 à 1954-55, il va y avoir toujours ce problème. Donc on peut imaginer que dans les jours qui viennent, à partir du débat sur le Sénat, on fasse une espèce de période transitoire, comme on l'a fait d'ailleurs pour les fonctionnaires lors de la dernière manifestation, où les femmes, vous savez que fonctionnaires peuvent partir à la retraite au bout de 15 ans de service seulement pour peu qu'elles aient 3 enfants. On devait annuler cette disposition. Elle a été reportée de 5 ans. Donc peut-être, sur ce créneau-là, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais Jean-Louis, est-ce que le gouvernement peut aller encore plus loin sur les concessions ? Je crois qu'il ne... Rappelez-vous, après la manifestation du 7 septembre, si on fait la comptabilisation des concessions qu'il a faites, ça se monte à peu près autour de 500-600 millions d'euros sur une réforme qui pèse à peu près 20 milliards d'euros. Donc on peut dire que la marge a été de 2% après le 7 septembre. Aujourd'hui, on n'ira pas tellement plus loin. Peut-être fera-t-on quelque chose pour les handicapés, pour les femmes dont nous venons de parler. Parce que je crois qu'il est très important de voir qu'on a changé d'époque. Les manifestants, depuis le 7 septembre, disent « Regardez, on peut faire reculer, regardez le CPE ». Mais ça n'a rien à voir. Le CPE, c'est une réforme ponctuelle, importante, mais ponctuelle. La France sans CPE ou avec le CPE, c'est exactement la même France. La réforme des retraites, c'est une réforme structurelle, extrêmement importante, qui a été engagée dans l'ensemble de l'Europe. Rappelez-vous l'Allemagne. En 2003 puis 2007, quand on a reporté l'âge de la retraite à 67 ans, le pays a été couvert de manifestations pendant des mois, et que ce soit les sociodémocrates ou la CDU-CSU, ils n'ont pas reculé. Ils ont tenu leurs 67 ans. Et aujourd'hui, il y a là une réforme structurelle dans une crise financière tout à fait inédite et nouvelle, dans la mesure où vous êtes convaincu, évidemment, que votre réforme résout le problème, vous ne pouvez plus reculer, et d'autant plus que M. Sarkozy sait très bien que s'il recule, il ne gagnera rien dans le camp de ses adversaires, et il peut perdre quelque chose dans le camp des gens qui le soutiennent. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci Mathieu. On va voir tout cela, tout ce que vous venez de dire avec nos invités dans un instant. C'est pour le débat. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur Public Sénat pour une édition spéciale autour de la journée de mobilisation de ce jeudi 23 septembre. Je vous propose de regarder à présent un portrait croisé de 2 manifestants aujourd'hui. Une femme avec une carrière comme souvent en dents de scie et puis un ouvrier qui travaille essentiellement la nuit. Regardez ce sujet de Sandra Cerquera et de Flora Sauvage. À 54 ans, Isabelle a derrière elle une carrière discontinue. Entrecoupée par la naissance de ses enfants, des congés parentaux et des périodes de travail à temps partiel, cette ancienne préparatrice en pharmacie et aujourd'hui assistante de direction a peur que le projet de loi de réforme des retraites l'oblige à travailler plus longtemps. D'après mes calculs, je pense que je vais m'arrêter vers 65 ans, si c'est pas après. J'ai commencé à 18 ans et je me suis arrêtée parce que j'ai eu 3 enfants, je me suis arrêtée 1 an à chaque enfant. Et je me retrouve pénalisée comme beaucoup de femmes, parce que je suis seule maintenant, avec peut-être une retraite qui sera le minimum. Et la réforme qui arrive en examen au Sénat lundi prochain risque d'accentuer les inégalités hommes-femmes. Je suis inquiète et il y a vraiment une inégalité parfaite. Ou alors il faut avoir des super carrières, des super salaires, ou alors des fortunes personnelles pour y arriver. En plus du report de l'âge légal, c'est la pénibilité au travail qui inquiète. Les 3-8, le travail de nuit et l'exposition aux produits chimiques, Jean-Noël connaît. Il ne se voit pas travailler 2 ans de plus. On sait très bien que les gens qui arrivent en retraite dans des conditions déplorables, ce qui est bien qu'ils ont très peu de chances de rester aussi longtemps en vie qu'un cadre pendant la période de retraite. Une personne atteignant un taux minimum de 10% d'incapacité pourra partir à la retraite à 60 ans. C'est la concession adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat pourrait agir davantage sur la pénibilité. Gérard Larcher a déjà annoncé de nouveaux amendements. Le débat avec nos invités ce soir. Pierre Laurent, bonsoir. Bonsoir. Numéro 1 du Parti communiste. Avec nous également Daniel Karnevitz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et avec nous également Jean-François Pilliard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge du volet retraite, du volet social au MEDEF. Alors Pierre Laurent, d'abord, la journée s'est passée. Et si le gouvernement ne bouge pas, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas à moi de le décider. Les organisations syndicales vont se réunir demain. La journée d'aujourd'hui montre que malgré le vote
du projet de loi à l'Assemblée nationale avec ce passage en force du gouvernement, eh bien la contestation reste extrêmement massive et toutes les enquêtes d'opinion le montrent. La contestation est majoritaire maintenant dans toutes les catégories de la population contre cette réforme. Vous êtes derrière le bouclier syndical, c'est drôle parce que je vous pose la question, vous dites que ce sont les syndicats qui ont mais vous en tant que parti. Vous me demandez qu'est-ce qui va se passer, donc les formes d'action qui vont suivre vont être décidées par les organisations syndicales. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous ? Je crois que les salariés, j'étais dans la manifestation cet après-midi, le disent, ils souhaitent la poursuite de ce mouvement, donc je pense qu'il y aura de nouvelles mobilisations sociales, que le mouvement va s'amplifier. D'autant que ce qu'on entend du gouvernement dans la journée, c'est le mépris qui continue. On essaye d'expliquer qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue ou moins de monde, alors qu'à l'évidence, on est face à un problème intact. L'écrasante majorité des gens sont contre cette réforme. Vous n'excluez pas une radicalisation du mouvement ? Mais la radicalisation, elle n'est pas choisie par les salariés ou par le Parti communiste ou par qui que ce soit. Le gouvernement a une opposition majoritaire dans le pays et il continue de ne pas vouloir en tenir compte. Forcément, les gens en face vont devoir mener d'autres actions pour y parvenir. La solution pourrait être une grève reconductible. Je crois qu'il y aura d'autres journées d'action, des mobilisations, et puis probablement des grèves aussi. Oui, c'est inévitable dans cette situation parce que le gouvernement n'offre aucune possibilité de discussion. Alors, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on a entendu ce soir Éric Woerth qui parle quand même de la réforme de la retraite des femmes et qui dit que le gouvernement va y réfléchir. Justement, Daniel Karnevitz, on va éclaircir ce point. Est-ce que cette réforme risque vraiment d'aggraver les inégalités hommes-femmes? Aujourd'hui, en fait, les pénalités pour les femmes, concrètement, c'est quoi? C'est sur le montant des retraites, massivement. Ça veut dire qu'elles ont des retraites beaucoup plus faibles que les hommes. Et c'est dû à des ruptures de carrière, c'est dû à de l'arrêt d'activité après les enfants, et c'est dû aussi à du travail à temps partiel subi, qui permet de ne pas cotiser de la même façon, donc d'avoir des retraites plus faibles. Donc c'est d'abord un problème de montant de retraite, beaucoup plus que d'âge de départ. Que va changer cette réforme alors? La réforme, elle change surtout la possibilité de partir à 65 ans quand on n'a pas les annuités. Et effectivement, il y a une partie des femmes qui n'ont pas les annuités, les 41 ans et demi qu'on demandera demain à 62 ans. Et dans ce cas-là, pour partir quand même sans avoir d'abattement, il faut attendre aujourd'hui 65 ans, demain 67. Mais ça concerne ce départ aujourd'hui pour 60% des femmes, pour 40% des hommes. Il y a quand même des hommes qui sont concernés. On va dire oui, Jean-François Pilliard. Laurence Parisot, elle dit que non, eh bien, cette réforme, finalement, elle n'est pas inégalitaire entre hommes et femmes. C'est la réalité? Ce que dit Laurence Parisot et ce que nous disons au niveau du MEDEF, d'ailleurs en nous fondant sur des chiffres et des analyses qui sont celles du corps, le comité d'orientation des retraites, qui est comme vous le savez, un organisme dans lequel siègent les partenaires sociaux. Ce que nous disons, c'est qu'il faut bien faire la distinction entre ce qui relève de la réforme des retraites et ce qui relève plus globalement du développement professionnel des femmes. Nous considérons que dans un pays comme le nôtre, le développement professionnel des femmes n'a pas été traité jusqu'à maintenant à la hauteur de ce qu'il doit être. J'en veux pour preuve que lorsque des personnes commencent dans la vie professionnelle au même niveau, on s'aperçoit que quelques années plus tard, les hommes évoluent en moyenne plus rapidement, ce qui crée des formes Ça, c'est un point. Le deuxième point, par rapport à la retraite, et c'est ça qu'il faut aborder, c'est est-ce que les femmes, lorsqu'elles prennent leur retraite, sont handicapées dans le calcul de leur retraite parce qu'à certains moments, elles ont eu des interruptions, je dirais, de courte durée. Il me semble que dans le projet de loi qui fait l'objet du débat à l'heure actuelle, il est proposé que ces périodes, finalement, soient prises en compte pour le calcul. Donc traitons dans le cadre des retraites ce qui doit être traité et traitons en dehors de la réforme des retraites, la question plus générale de l'évolution des femmes. On nous écoute Pierre-Laurent sur ce point. C'est assez cocasse d'entendre le représentant du MEDEF nous dire ça, parce que vous êtes quand même un peu concerné par le fait qu'il y a un grave problème d'inégalité salariale entre hommes et femmes. Parce que s'il y a des lois qui existent pour ça, c'est bien parce qu'on ne les respecte pas dans beaucoup d'entreprises qu'on maintient des écarts de salaire qui sont théoriquement interdits par la loi dans beaucoup d'entreprises. Donc, or, je n'ai pas souvenir que le MEDEF se soit attaqué avec beaucoup de vigueur à cette question ces dernières années et n'ait voulu ouvrir des discussions sérieuses avec les organisations syndicales sur ça. Et par ailleurs, le problème de la loi, c'est que
nous avons la réforme qui est du gouvernement va effectivement amplifier les inégalités parce que cette réforme, on nous dit dans toute l'Europe, mais en fait c'est la réforme la plus dure qui est en train de se mettre en œuvre dans toute l'Europe, celle qu'on met en œuvre en France, parce qu'elle cumule et le recul de l'âge légal et de fait une baisse des pensions qui a d'ailleurs déjà été entamée par les précédentes réformes et un allongement de la durée de cotisation. C'est-à-dire qu'on durcit tous les critères d'accès à la retraite et on le fait de manière extrêmement rapide. Les conséquences seront terribles pour la grande majorité des salariés. Je vais vous laisser répondre. On va écouter, puisque vous opposez tous ces thèmes à ce que va dire là Jean-François Copé, qui parle, lui, du courage du président de la République. Il était aux journées des parlementaires de l'UMP. On l'écoute. Aujourd'hui, c'était jour de manifestation et de grève. Alors, bien sûr, comme toujours dans ces moments-là, il y a des gens qui se réjouissent à l'avance de ce qui pourrait arriver de mal au gouvernement et à sa majorité. Ah, c'est la démocratie. Si nous ne faisons rien, si cette réforme n'était pas faite, en 2020, c'est-à-dire demain, nous aurions un déficit de la branche retraite sur une seule année de 45 milliards. Il est des moments où il faut juste avoir un rendez-vous, celui du courage et de l'esprit de responsabilité. Rendez-vous du courage et de l'esprit de responsabilité. Vous emploierez ces termes-là, Daniel Karnevitz? En tout cas, rendez-vous de l'urgence, moi je dirais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à payer 12 mois de retraite sur 12. On en paye, il nous en manque 1,5 à peu près. Hein. Donc ça veut dire que depuis des années, on a un stock de déficit et que année par année, ce déficit s'amplifie. Donc c'est vrai que c'est un rendez-vous de l'urgence. Je crois qu'on ne peut pas dire on va reporter une réforme. Elle est essentielle et incontournable maintenant. Pour votre position à vous, vous êtes évidemment membre de la CGC qui est contre cette réforme et vous la soutenez. Comment vous vivez? Non, absolument pas. La CFE-CGC dit que la réforme est incontournable, qu'il faut mais faire. Que c'est peut-être pas la bonne. Qu'il faut faire une partie de l'effort en termes de durée d'activité, c'est ce qui est fait dans le projet, et ça finance 20 milliards d'euros sur les 45 évoqués par M. Copé, mais que par contre les recettes ne sont pas suffisantes en complément, et que si les recettes ne sont pas là, ça veut dire que le niveau des retraites baisse. Donc c'est sur cette revendication principale que la CFE-CGC est effectivement dans le débat. Pierre-Laurent, pendant qu'on parlait, on a vu le front syndical, puis on a vu le front politique derrière. On vous a vu aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, de Martine Aubry. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un projet commun de la gauche pour l'opposer à celui du gouvernement ? Il y a des débats dans la gauche, comme il y en a entre organisations syndicales qui sont actuellement dans le mouvement, dans l'intersyndical, comme il y en a entre les salariés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de projet. Non, ça veut dire tout simplement que tout le monde demande que le chantier soit repris sur d'autres bases que celles de la réforme actuelle. Voilà, personne ne dit il faut rien faire. Mais il ne faut. Ce que disent les gens qui sont dans la rue, c'est que c'est pas sur ces bases-là qu'on peut continuer à avancer. Mais quel projet faut-il prendre? Celui du PS, le vôtre, celui de Jean-Luc Mélenchon? Il faudrait mettre autour de la table ce qui, je le rappelle, n'a pas été fait une seule fois depuis le début dont on parle de cette réforme. Il faudrait mettre autour de la table toutes les organisations syndicales. On a bien fait un Grenelle sur l'environnement. Prenons le temps qu'il faut pour discuter avec tout le monde de cette question-là. Et mettons sur la table toutes les propositions qui existent. Par exemple, le Parti communiste en a, avec ses députés, déposé un certain nombre sur la question du financement, parce qu'effectivement, il faut des nouvelles sources de financement. Mettons sur la table toutes ces propositions. Le débat peut avoir lieu au Sénat. Voilà, le texte arrive. Non mais écoutez, le débat, il n'a pas lieu même au Parlement. On a bien vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Les députés vont chercher à l'Élysée les amendements qu'ils ont le droit de déposer ou de ne pas déposer. Et quand le débat essaye de durer un peu, le président de l'Assemblée nationale lève la séance. Voilà la conception du débat du gouvernement. Depuis des mois, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion et pas de négociation. Ah, vous dites oui? Non, moi je ne partage pas vous voyez de la tête dire oui. Je ne partage pas cette analyse, pas plus que la précédente. Ça fait plusieurs mois, d'une part, qu'il y a un processus de concertation qui a été engagé avec les partenaires sociaux. Ceux-ci ont été invités à plusieurs reprises à rencontrer leurs interlocuteurs, le ministre, ses équipes, d'autres responsables du gouvernement. Certains ont répondu à ce souci de concertation, d'autres, et c'est leur droit, n'ont pas souhaité s'y rendre. Non, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que toutes les personnes qui travaillent sur ces questions savent bien
que cette question n'arrive pas comme ça par hasard. Lorsque la réforme de 2003 a été étudiée, nous savions tous pertinemment qu'à l'horizon 2020, pour des raisons démographiques, on serait confronté à nouveau à des évolutions. Ce qui est arrivé, c'est une crise que personne n'avait pu prévoir et qui a amplifié de près de 10 ans, enfin qui a avancé de près de 10 ans le phénomène. Et aujourd'hui, je voudrais le dire, l'enjeu, quelles que soient les solutions que nous préconisions les uns et les autres, l'enjeu c'est un enjeu social et humain qui consiste à réfléchir et à trouver les solutions qui permettent rapidement à nos concitoyens de conserver des niveaux... On a souvent reproché au MEDEF de ne pas tenir compte de cet aspect-là. Mais attendez, là aussi, ce sont des analyses extrêmement réductrices. Il y a dans le dossier, pour faire du social, il faut des équilibres financiers. Il n'y a pas de secret. Pour assurer à nos concitoyens un bon niveau de taux de pension, il faut que les régimes soient équilibrés sur le plan financier. Et comme l'a dit Mme Karnevitch, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Vous venez de l'avouer vous-même, ce qui provoque et a accéléré la crise du financement, ce n'est pas la question de l'espérance de vie, c'est la crise économique. Donc c'est la question de l'emploi. Donc c'est la question de l'emploi. Et d'ailleurs, il y a 2 ans à peine, le gouvernement lui-même, les gens qui sont au gouvernement aujourd'hui, ont expliqué qu'on n'avait pas besoin de réforme tout de suite. Ce qui a provoqué l'accélération des choses, c'est effectivement la crise économique et la brutale dégradation de l'emploi. Oui, donc parlons de ces questions-là. Et ensuite, je vous parle de notre sondage. Le vieillissement de la population et le problème, le déficit des retraites, c'est principalement ça. Moi, je crois que le Sénat, le corps d'ailleurs, non, le corps montre que l'essentiel du déficit. Moi, je suis au Conseil d'orientation des retraites, donc c'est principalement la démographie, bien sûr accélérée après par la crise. Moi, je crois qu'on doit attendre beaucoup du Sénat, mais sur des sujets de fond. Alors, je suis en matière de retraite, il y a des périodes de transition qui sont difficiles pour les plus de 50 ans aujourd'hui. Par contre, la retraite, si on doit la sauvegarder à un bon niveau, c'est pour les jeunes. Et là, le Sénat a un rôle à jouer sur le fait d'avoir des mesures nécessaires pour créer un niveau de retraite acceptable pour le privé. Parfait. Messieurs, dames, je vous propose de regarder le sondage avec notre partenaire lefigaro.fr. Voici la question qui va s'afficher sur votre écran. Retraite, les manifestations vont-elles servir à quelque chose? Oui à 19%, non à 78%. Pierre-Laurent, vous espérez l'inverse. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci d'être venu ce soir. Dans un instant, donc, le reste de l'actualité. Je vous informe de cette actualité. Donc, ça se passe à l'ONU après les déclarations de Mahmoud Ahmadinejad à l'ONU qui parle de conspiration américaine dans les attentats du 11 septembre. Les délégations occidentales ont quitté la salle juste après son discours. Les États-Unis jugent détestables les propos tenus par le président iranien. Le reste de l'actualité, je vous propose d'aller directement à Biarritz pour les journées parlementaires UMP. Je vous parlais sur fond de tension entre Jean-François Copé et Xavier Bertrand. On y va. Monsieur Copé, pourquoi vous leur prendre la tête du parti? Oh là, c'est une trop longue histoire. Là, il faut que j'aille en séance, je vous en reparlerai. À son arrivée à Biarritz, Jean